Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, une petite présentation, un peu moins d'une heure, sur les monnaies libres et les concepts sous-jacents. Donc on ne va pas forcément rentrer beaucoup dans la technique aujourd'hui, c'est surtout pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère durer une petite heure. On pourra poser des questions plutôt à la fin, s'il vous plaît. Donc évidemment, on va parler technique et concepts sous-jacents d'une monnaie libre. Donc je vais vous parler un peu de ce que c'est qu'une monnaie libre, parce que c'est encore un sujet pas forcément très connu, pourtant porteur d'avenir, je peux vous le dire. Et donc on va parler un peu de chiffrement, puisque nous, on est en train de faire une implémentation qui est du même ordre que Bitcoin. Donc on va parler chiffrement, on va parler réseau, on va parler blockchain. On va parler aussi d'un concept qui existe déjà en cryptographie, mais qui va nous être particulièrement utile à nous, qui est la toile de confiance. Puis bon, on conclura un petit peu. C'est parti. Donc d'abord, le concept de monnaie libre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Monnaie libre, c'est une expression, un nouveau concept inventé par Stéphane Laborde, qui fait l'objet d'une description plus ou moins, oui, même formelle, à travers la théorie relative de la monnaie, TRM. Vous avez les liens en fin de diapo. Et principalement, ça consiste en la création d'une monnaie qui est compatible avec 4 libertés fondamentales. Alors, je vous ai mis un petit GNU, c'est pour faire référence au logiciel libre, dans lequel on a aussi des libertés, donc décrites, je crois, entre autres par Richard Stallman. Alors, les libertés de quoi ? Alors, quand on dit liberté, par exemple, logiciel, évidemment, c'est pas le logiciel qui a des libertés. On offre des libertés, en utilisant le logiciel libre, aux utilisateurs. Et là, c'est exactement la même chose avec les monnaies libres. L'idée d'une monnaie libre, c'est donc d'être créée, sans bafouer ses libertés. Alors, les voici, les 4. Donc, une première liberté, la monnaie ne s'impose pas. Alors, je vais vous faire une petite description à chaque fois, un petit exemple. La monnaie ne s'impose pas, on peut donner le contre-exemple de l'euro. L'euro, aujourd'hui, il s'impose au moins à double titre. Déjà parce que, quand vous êtes commerçant, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes obligé d'accepter la monnaie euro. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, alors vous avez des sanctions légales, je ne connais pas lesquelles, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Je ne serais pas étonné que ça aille jusqu'au pénal. Mais en tout cas, vous êtes obligé de l'accepter. Alors, vous pouvez mettre des prix suffisamment élevés pour faire celui qui n'accepte pas l'euro, mais dans les faits, vous êtes obligé de l'accepter. Monnaie libre, non, ça ne s'impose pas. On peut demander des prix en monnaie libre et que l'autre, la personne souhaitant acheter n'ait pas de monnaie libre, ça c'est une chose, mais le fait de l'accepter, on n'est pas obligé de l'accepter. Un deuxième exemple, l'impôt. Croire qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'euro, c'est une illusion, dès lors qu'on est obligé de payer l'impôt en euros. Donc c'est bafouer la liberté zéro. Donc déjà, premièrement, pour la TRM en tout cas, l'euro n'est pas une monnaie libre. On va passer à la liberté 1, c'est l'utilisation des ressources. Alors ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quand on évoque ces libertés, c'est pas que la monnaie va réaliser ces libertés, il faut juste comprendre qu'elle doit être compatible. Tout comme quand on fait un logiciel libre, on n'est pas obligé d'implémenter ces libertés, et c'est certainement pas le logiciel qui va le faire à votre place. C'est bien l'utilisateur qui est responsable de ce qu'il fait. Et c'est pareil pour la monnaie libre, c'est pas la monnaie libre qui va réaliser le fait qu'on ait une liberté d'utilisation des ressources, mais bien les hommes qui vont l'utiliser. Elle est simplement compatible. Et donc, liberté d'utilisation des ressources, c'est le fait de pouvoir accéder à une certaine part des ressources. On est sur une planète avec, des matériaux en quantité limitée. Et l'idée qui a été évoquée par John Locke, c'est de justement comprendre ce principe qu'on est des humains. Certains vont pouvoir peut-être s'approprier certaines ressources. Et l'idée, c'est qu'il y a une compensation. Une compensation en l'occurrence monétaire. C'est-à-dire que si quelqu'un possède toutes les terres, c'est possible, mais alors il va devoir donner une compensation équitable en qualité et en quantité, assez contemporain.
Je vais ensuite évoquer donc la liberté 2, qui est certainement la plus fondamentale des 4. Et là, ça demande quand même une certaine remise en question de la façon dont on estime la valeur, qui donc part du principe de relativité. Alors qu'est-ce que c'est ? Prenons un verre d'eau. Un verre d'eau, selon que vous êtes près d'une source d'eau ou dans le désert, vous comprenez assez intuitivement qu'il n'a pas la même valeur. Puisque dans le désert, vous mourrez de soif, vous avez de grandes chances de mourir de soif, mais pas forcément à côté d'une source d'eau. Le verre d'eau n'aura pas la même valeur. De même, dans le temps. Imaginez un verre de whisky. Simplement, quand vous avez 5 ans, c'est pas forcément votre tasse de whisky, si je puis dire. Mais par contre, quand vous grandissez, peut-être à 20 ans, 30 ans, vous pouvez commencer à l'apprécier. Donc vous comprenez tout de suite que la valeur, ce n'est pas quelque chose d'absolu. On a tous un point de vue là-dessus. Certains ne sont pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, moi, je vous explique ma façon de le voir et mon accord avec cette liberté, qui est qu'on ne peut pas définir la liberté de manière absolue. Et donc, il doit y avoir un moyen, via la monnaie, de permettre à chacun d'estimer la valeur et d'exprimer son point de vue économique. Tout de suite un exemple, avec l'euro. Évidemment, quand vous voulez vous lancer dans un projet, vous avez besoin d'euros. Est-ce que vous produisez vous-même des euros ? Je crois pas. Non. Donc, plutôt que vous allez voir un banquier, qui va alors juger de votre projet. Est-ce que votre projet est bon ? C'est lui qui va en décider. Et alors, il créera peut-être de la monnaie pour vous. Mais c'est pas vous qui allez l'estimer directement, c'est quelqu'un d'autre qui va l'estimer à votre place. C'est quand même très important parce que même aujourd'hui, on est un peu dans une étape de transition. On essaye des nouveaux modèles, on pense qu'on peut simplement avec de la volonté, mais non. Derrière, c'est un banquier qui décide de vous financer ou pas. Et donc, une monnaie libre prétend qu'il est possible de respecter cette liberté de production et d'estimation de la valeur. Enfin, une dernière liberté, c'est d'échanger dans la monnaie. Est-ce qu'on peut considérer vraiment qu'on peut échanger en or ? Est-ce que vous avez de l'or ? Moi, personnellement, j'en ai pas. Échanger avec de l'or, c'est un peu compliqué. Afficher des prix en or, je veux bien, mais de toute façon, à un moment, on va devoir convertir ces prix en or dans une autre unité, puisqu'on n'en dispose pas. Donc, on a besoin, pour respecter la liberté 3, d'avoir une monnaie avec un minimum de densité, c'est-à-dire que vous en disposez. Et donc, qu'est-ce qu'une monnaie libre ? Quelle forme ? Papier, numérique ? Vous vous doutez bien que je ne suis pas venu vous parler de papier, puisque on va parler de blockchain et compagnie. Nous, on serait plutôt sur une monnaie libre numérique. Et qu'est-ce que précisément une monnaie libre numérique ? C'est une monnaie libre que chacun produit, sous la forme d'un dividende universel. Vous avez peut-être entendu parler de revenu de base aussi. C'est des notions connexes. Et donc, concrètement, chaque mois, par exemple, chaque début de mois, chacun d'entre vous, imaginons qu'on soit une zone monétaire tous ensemble, eh bien, chacun de nous, chaque mois, va produire une quantité de monnaie nouvelle, sans justification autre qu'être un être humain, vivant, unique. C'est tout. Et là, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que c'est pas de la charité. Il ne faut pas croire qu'on est des prétendus humanistes ou même autre chose. C'est juste le respect du principe de relativité et des 4 libertés que je vous ai évoquées. C'est simplement reconnaître que la valeur, c'est quelque chose de relatif et que donc il existe une forme de monnaie qui peut respecter ces libertés. Et en l'occurrence, c'est la monnaie libre et elle a comme conséquence que chacun produit la monnaie à intervalles réguliers de façon uniforme dans l'espace et dans le temps. C'est la notion de dividende universel que j'évoque ici. Alors, je marque que c'est différent du salaire, parce qu'il ne faut pas confondre le salaire et la monnaie. Le salaire, c'est un flux de monnaie envers soi. C'est-à-dire que voilà, vous êtes employé, vous recevez un salaire, mais un salaire dans quoi ? Dans quelle unité de monnaie ? Parce que derrière, il y a une monnaie. Et donc, en l'occurrence, on reçoit la plupart d'entre nous des euros. Mais d'où ils viennent ces euros ? Est-ce que c'est vous qui les avez produits ? Moi, j'en produis pas. Ceux qui essayent d'en produire, en général, ils finissent en prison. Ils appellent ça du faux monnayage. Qui a le droit de produire des euros ? Je vous laisse chercher qui. Et le revenu de base, c'est encore... c'est pas que c'est différent, mais la notion recouvre tout un tas d'autres notions, notamment le dividende universel. Certains incluent le dividende universel comme un revenu de base, mais il existe d'autres revenus de base qui sont plutôt de la redistribution. C'est-à-dire qu'on prend de la monnaie chez les uns, des riches, et on la distribue aux pauvres, ou aux moins riches.
C'est une autre forme de revenu de base. Nous, ce revenu de base-là ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de créer à la monnaie. Parce qu'on a compris que justement, une des causes majeures de l'impossibilité de s'exprimer économiquement, c'est le fait de justement qu'on ne coproduise pas la monnaie. Donc c'est ça qu'on veut créer. Et donc, on a besoin de créer ça au sein d'une blockchain, parce qu'on veut quelque chose de décentralisé, quelque chose, on veut pouvoir produire la monnaie et pas ne pas être embêté par des contraintes techniques qui feraient que tout s'écroulerait. Donc on va faire ça dans un système décentralisé. C'est la monnaie libre de Ucoin. Donc alors, Ucoin, c'est un système monétaire, ce n'est pas une monnaie. C'est un système monétaire qu'on est en train de développer, qui va donc produire une monnaie numérique, au moins une, et donc qui sera mise à disposition via Internet, comme le Bitcoin. Le Bitcoin, je ne vais pas en faire trop la promo aujourd'hui, mais je suis bien obligé d'en parler, puisque c'est ce qui existe déjà. Le Bitcoin, quand vous avez un compte en Bitcoin, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous allez consulter un réseau. C'est avant tout un réseau et une base de données. Une base de données qui est commune à l'ensemble du réseau. C'est important de voir que c'est bien des données qu'il y a derrière. On entend souvent, Bitcoin et bientôt Ucoin, des monnaies virtuelles. C'est pas virtuel, c'est physique. Le terme plus approprié, ce serait certainement numérique ou électronique. Ce sont des monnaies qui ont bien une réalité physique. D'ailleurs, quand on parle de monnaie virtuelle, qu'est-ce que l'euro? Il y a bien des papiers, mais la plupart des chiffres, ils sont sur un compte. On parle bien de monnaie réelle ici. En tout cas, les banques, quand elles viennent vous chercher, c'est bien réel. Défini de façon décentralisée, alors c'est là qu'on va utiliser les concepts de blockchain. Et petite subtilité, mais pas des moindres, comparée au Bitcoin, c'est la toile de confiance. Puisque, comme je viens de vous le dire, une monnaie libre, on coproduit la monnaie. Et donc, on ne veut pas non plus que certains bénéficient de création monétaire plus que d'autres. Et donc, pour ça, on a besoin d'identifier les individus de manière unique, le plus possible. Et donc, on a besoin de la toile de confiance. C'est une mécanique qui existe déjà, notamment dans OpenPGP. Et donc, tout ça, la toile de confiance, la blockchain, les monnaies numériques, c'est rendu possible grâce au chiffrement. Donc, on va en parler un tout petit peu maintenant. Le chiffrement, c'est la base. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans le chiffrement? Le chiffrement, on peut l'utiliser notamment pour chiffrer des messages, c'est-à-dire les rendre illisibles. Mais ça a une autre fonction, c'est qui nous intéresse nous, c'est la signature. Signature de document. Donc là, vous voyez, j'ai un document, là c'est une transaction. Et tout en bas, si vous le voyez en dessous de comment, il y a ce qu'on appelle une signature numérique. Qu'est-ce que ça garantit, cette signature? Ça garantit que ce document-là est bien ce qui a été signé, si la signature correspond. C'est bien ce qui a été signé et on peut savoir qui l'a signé, moyennant le fait d'avoir une clé publique. Donc on est là dans un système où il y a un trousseau de clés, une clé publique, une clé privée que vous devez garder jalousement, qui est à vous, qui vous appartient, et clé publique que vous pouvez donner à tout le monde, dans le but de pouvoir vérifier ces messages, vérifier leur intégrité et que c'est bien vous qui les avez émis. C'est pour ça que je parle de légitimité d'interprétation, puisque si on veut faire une monnaie libre, on doit savoir si tel message est légitime ou pas. Par exemple, si j'essaie d'envoyer la monnaie de quelqu'un, est-ce que c'est bien moi qui la possède? Est-ce que je suis bien en position légitime d'envoi de cette monnaie? Tout ça, ça se fait grâce à la signature numérique. Donc c'est très simple, hein, vous avez votre clé privée, avec votre petit logiciel, parce qu'on ne fait pas ça à la main. Vous avez votre petit logiciel qui contient votre clé privée, votre trousseau même entièrement, et grâce à la clé privée, vous signez des messages. Et grâce à la clé publique, les personnes peuvent vérifier votre message. Donc on peut signer des transactions pour transférer de la monnaie, mais on peut faire plein d'autres choses avec les signatures, et notamment des identités. Pour notre fameuse toile de confiance, où les identités des individus sont, alors elles sont émises par eux. Dans Ucoin, ce sont les personnes elles-mêmes qui émettent leurs identités, et qui sont certifiées par d'autres. Toujours grâce à la signature numérique. Donc là, je vous ai mis un petit graphe de la toile de confiance du MetaBronzoo. Donc c'est une monnaie de test qu'on a mis en place depuis janvier 2015. Donc ça fait 9 mois, nous sommes en novembre, même quasiment 10 mois, parce que c'est le 21 janvier. Et donc là, vous voyez une vingtaine de personnes reliées entre elles par des signatures numériques. Donc chaque personne que vous voyez donc à l'extérieur, c'est une identité.
Alors, il y a pas mal de personnes qui sont ici, en font partie. Et donc, les signatures que vous voyez, ce sont les liens qui se sont faits entre eux. Alors, ce n'est pas des liens permanents, hein. C'est-à-dire qu'une identité, ça n'a pas une existence éternelle, déjà parce que les humains meurent, et puis certains veulent aussi sortir du système, donc les liens ont une durée de validité. En tout cas, ce joli graphique est fait uniquement à partir de cryptographie. Qu'est-ce qui est aussi signé dans les monnaies libres et particulièrement dans Ucoin? Ce sont les blocs de la blockchain. Alors, on va parler de la blockchain juste après, mais sachez que dans Ucoin, ils sont signés aussi, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Ce qui lui pose d'ailleurs quelques soucis. Et là, je mets bien même que tout document, c'est-à-dire qu'il y a très peu de documents dans Ucoin, mais il y en a au moins 6, notamment les identités, les certifications, les adhésions, c'est signé, les transactions, c'est signé, les fiches de pair, c'est signé, et les blocs. Alors, la blockchain. La blockchain, c'est une petite révolution quand même, et pourtant ça date pas d'hier. On la connaît avec Bitcoin, mais il y avait d'autres projets qui existaient avant, notamment je pense à Hashcash, qui était un système de paiement, disait-il, mais en analysant de plus près, à mon avis, on y verrait bien une monnaie, un système monétaire. Et donc la blockchain est un nouvel outil pour créer, entre autres, des monnaies numériques, mais plein d'autres choses. On peut imaginer des systèmes de vote ou de décision décentralisées. Par exemple, il existe aujourd'hui des projets comme un Twitter version blockchain, comme Twister, et on voit naître d'autres projets comme Ethereum, comme même plein d'autres monnaies numériques. Donc c'est quelque chose qui date, on va dire la blockchain de Bitcoin, c'est depuis 2008-2009, je ne sais plus exactement, mais c'est par là. Donc en quoi ça consiste ? Bon, c'est tout con, hein. Une blockchain, c'est une suite de blocs. Comme ça, c'est pas forcément très très sexy ni utile, mais ça contient des données. Donc chaque bloc contient des données et ils sont séquencés, donc ça forme un historique. Voilà. C'est une espèce de journal, une base de données mais journalisée. Mais est-ce que c'est tout ? Eh ben non. Non, c'est pas tout parce qu'elle a une grosse particularité. C'est qu'elle est générée par un réseau pair à pair, un réseau que l'on ne contrôle pas, un réseau décentralisé. Et ce qui est très fort avec la blockchain, c'est qu'on est capable de synchroniser des nœuds, des serveurs, qui a priori ne se connaissent pas particulièrement, qui ne sont pas contrôlés par les mêmes personnes, et pourtant ils arrivent à se mettre d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un bloc, ça se trouve pas comme ça, c'est pas si simple que ça. Ça demande un certain effort de la part des ordinateurs mis à disposition sur le réseau. Notamment, ça demande ce qu'on appelle une preuve de travail, une proof of work. Une proof of work, pour un ordinateur, c'est vraiment compliqué, ça met du temps, dépendant du niveau de sécurité souhaité. Donc par exemple, je vais rendre tout ça très concret, la chaîne de caractères monnaie libre. Si je la passe dans une fonction de hachage comme SHA1, ça va donner un résultat, un hash, que vous voyez, ça fait à peu près 40 caractères, là, vous allez faire très exactement 40 caractères. Et donc, c'est une fonction à sens unique. Si je réutilise SHA1 de monnaie libre, ça me donnera toujours le même hash. Par contre, c'est pas prédictible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en partant du hash, revenir sur monnaie libre. Vous pouvez le faire, mais pas de manière déductive. Vous avez besoin de faire beaucoup d'essais. C'est le principe même des fonctions de hachage à sens unique. De toute façon, par définition, fonction de hachage égale fonction à sens unique. Et c'est différent du chiffrement. Chiffrement, c'est rendre un message illisible, mais le message est contenu dans le résultat. Tandis que là, c'est plus un condensat, c'est un résultat, c'est un pur résultat, mais on ne retrouvera pas forcément monnaie libre. D'ailleurs, elle est à sens unique, mais on peut avoir ce qu'on appelle des collisions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que monnaie libre qui va donner le résultat du hash que je vous affiche là. En revanche, c'est très improbable d'en trouver. C'est très très difficile. Ça tend à l'être de moins en moins, mais il y a aussi de nouvelles fonctions de hachage qui naissent régulièrement et qui permettent de rendre ça de plus en plus difficile également.
Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on hache dans Ucoin, ou même dans ce qui est haché dans Bitcoin, ce n'est pas monnaie libre, c'est un bloc. Un bloc qui contient des données. Et donc toute la difficulté, c'est de faire démarrer ce hash par un certain nombre de zéros. Ici, par exemple, si j'effectue le hash SHA1 de ce bloc, ça va me donner par exemple B355, voilà, une suite de caractères. Et donc le protocole d'une monnaie numérique, tel que défini aujourd'hui, c'est de faire démarrer cette preuve par un certain nombre de zéros. Et ce qui n'est pas du tout évident, ce qui est plutôt probabiliste même. Et donc vous pouvez par exemple ici changer un champ du bloc, par exemple le nonce, qui est juste un incrément prévu pour pouvoir faire cette mécanique de trouver des zéros. Et donc ici, si ça donne B355, si je change le nonce, ça va me donner un autre hash. Et peut-être qu'il démarrera par des zéros, et peut-être pas. S'il ne démarre pas par suffisamment de zéros, étant donné le protocole technique qu'on choisit, eh bien le bloc ne sera pas valide. Et s'il y en a assez, évidemment, il deviendra valide. Et sera accepté par le réseau, sous cette condition. Le nombre de zéros requis pour accepter un bloc dépend donc aussi des règles du protocole et des blocs précédents. Dans Bitcoin, c'est défini de la façon suivante. Donc il y a un temps qui est défini dans les blocs. Et donc on est capable de dire on a ajouté tant de blocs en tant de temps. On considère que la vitesse est donc de temps. Si elle est inférieure à un temps cible qui a été défini au début, qui est par exemple de 10 minutes, si on met moins de 10 minutes, alors la difficulté va augmenter. C'est une règle du protocole. Et qui est respectée logiquement par les pairs, sinon ils ne font pas partie du réseau, de fait. Et inversement, si on met trop de temps, la difficulté diminue. Dans Ucoin, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce que dans Bitcoin, on utilise uniquement la fonction de hachage pour trouver ce résultat. Mais nous, on utilise un truc en plus, on signe aussi les blocs, ce que ne fait pas Bitcoin. Et donc le temps de calcul est beaucoup plus long. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. D'abord, je vais reparler un tout petit peu du Bitcoin avec le calcul de blocs. Donc la particularité de Bitcoin, déjà, c'est son code monétaire. La monnaie est émise au moment où vous calculez un bloc. Si vous réussissez à calculer le bloc, vous aurez une récompense de nouvelle monnaie, une nouvelle création de monnaie. Bitcoin n'est pas une monnaie libre. C'est très clair. Le Bitcoin favorise les premiers entrants en termes de création de monnaie. Il offre une récompense à ceux qui réussissent à calculer des blocs. Et en fait, toute entité peut créer des blocs. Google peut très bien avoir 500, 1000 serveurs. On ne saura pas au niveau du réseau qui est Google, qui est un individu. On n'en sait rien. Il n'y a pas d'identité. Et donc, il y a des groupes organisés qui se sont formés, qui sont encore actifs aujourd'hui, pour calculer les blocs ensemble. Il y a également des frais de transaction qui sont appliqués dans Bitcoin, de sorte que vous pouvez inclure des frais de transaction dans une transaction pour que les nœuds soient incités à ajouter votre transaction à la blockchain, ajouter au grand livre comptable de Bitcoin. Donc il y a des incitations à calculer des blocs, ce qui fait qu'on arrive à des choses comme ça. Ça, c'est un mini-ferme de nœuds Bitcoin. Voilà, c'est beaucoup de câbles, beaucoup d'énergie. Et alors, je vais vous montrer une image que vous connaissez peut-être, qui date de l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. C'est une ferme de Bitcoin en Thaïlande qui a pris feu, parce qu'en fait, il y a eu un problème de chaleur, il y a eu un incendie, et donc la ferme de Bitcoin, voilà à quoi elle ressemblait il y a quelques temps. C'est plus le cas aujourd'hui, j'imagine que ça a été nettoyé. Mais bon, c'est pour vous dire, le concept de Bitcoin qui crée la monnaie sur la base d'une compétition avec des CPU, voilà à quoi ça mène. Ceux qui vont créer des Bitcoins, c'est ceux qui ont les moyens de le faire. Et bien sûr, on gaspille une énergie monumentale pour faire ça. Je vous ai mis un lien à la fin de la présentation pour comparer l'énergie consommée par le Bitcoin comparée à la France, à la consommation électrique de la France. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est, je vous laisserai aller regarder. Mais on est dans les ordres de grandeur de consommation énergétique de la France
tout entière pour une journée. Alors, je ne sais plus si c'est consommation journalière du Bitcoin égale consommation journalière de la France. Je doute quand même, mais c'est possible. Et donc, nous, pour Ucoin, on n'aime pas trop ça. Voilà, on est un petit peu, on est des ingénieurs. Bon, on comprend que la blockchain, c'est une petite révolution, mais la conso énergétique, ça va pas. J'aime pas trop ça. Et puis calculer un bloc, alors ça donne une récompense en nouvelle monnaie. C'est quand même pas terrible niveau liberté des utilisateurs. Les premiers raflent toute la mise, et les suivants n'ont plus qu'à bosser pour ceux qui ont raflé la mise. C'est pas très différent de l'euro, finalement. Et donc, pour Ucoin, on a fait ça un peu différemment. C'est qu'il n'y a que les membres qui peuvent calculer les blocs. D'une part, et en plus, ils ne sont pas récompensés en nouvelle monnaie. Et là, ça change tout, parce que du coup, effectivement, on est déjà beaucoup moins à calculer des blocs. Mais en plus, on a quasiment un individu, une voix. On peut arriver à des niveaux de consommation énergétique vraiment extrêmement faibles, voire une constante. On peut même baisser au fur et à mesure. Si on a un réseau suffisamment de confiance, on peut arriver à des niveaux de consommation très bas. Et certainement jamais avoir des fermes de minage, puisque de toute façon, il n'y a pas d'incitation à le faire. En tout cas, pas d'incitation pour ceux qui ne sont pas des membres, tels des entreprises. Il n'y a pas de frais de transaction non plus. Oui. Je voulais revenir juste sur une chose avant. Vis-à-vis de la blockchain, une dernière chose. C'est sur la synchronisation. Moi, c'est l'analyse que j'ai faite de la blockchain. C'est-à-dire que je ne connaissais pas forcément très bien le Bitcoin avant 2014. Et je me suis intéressé à la blockchain parce que je ne comprenais pas quel était l'intérêt. Certes, une base de données commune, mais extrêmement difficile à générer. Et ce que j'ai analysé, c'est que finalement, la blockchain, ça consistait juste en deux choses. C'était la synchronisation. Et c'était principalement ça qui était intéressant, en fait. De pouvoir faire émerger un consensus à travers un réseau décentralisé, juste à travers cette synchronisation. Le fait d'avoir une difficulté pour les ordinateurs de générer un bloc, en fait, c'est vraiment excellent, puisque finalement, de manière tout à fait factice, ils s'attendent tous. Ils attendent l'émergence d'un bloc. Et donc, statistiquement, on arrive à un seul bloc, quasiment toutes les 10 minutes, par exemple dans le cas de Bitcoin, et même dans le cas de Ucoin, on a déjà la monnaie de test qui fait ça. Mais on pourrait presque penser que c'est magique. C'est vraiment un phénomène très efficace, et je pense que c'est l'un des principaux attraits en fait, de la blockchain. C'est mon analyse, je vous laisserai faire la vôtre, on pourra en parler un petit peu à la fin. Et donc, la plus grosse innovation, sinon l'innovation de Ucoin par rapport à Bitcoin, puisqu'en fait, on pourrait résumer tout simplement, Ucoin, c'est jamais qu'un Bitcoin sur lequel on branche une monnaie libre. On a besoin d'identifier les individus. Donc c'est pour ça qu'on a une toile de confiance. Parce qu'on veut que chaque individu coproduise la monnaie, mais aussi qu'il la produise également par rapport aux autres membres. Donc on a la blockchain qui est la base de données commune. Chaque bloc représente un ensemble de changements. Est-ce que c'est que des transactions, ces changements ? Là, évidemment, pour la toile de confiance, il n'y a pas que ça. Quand on a une blockchain, on peut transférer 50 unités de A vers B, mais on peut écrire plein d'autres choses. Comme je vous ai parlé du chiffrement tout à l'heure, de la signature, on peut signer à peu près tout et n'importe quoi. C'est juste notre imagination, en fait, qui est le facteur limitant. On peut très bien écrire la clé publique P1 est un membre. Pourquoi pas, Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi écrire P1, P2 et P3 certifie que P2 est une identité valide et que P2 peut devenir membre. On peut écrire des trucs comme ça. On peut écrire plein de trucs. Et notamment, on peut écrire, étant donné que nous sommes le premier du mois, et que le premier du mois, c'est le jour du dividende universel, chaque membre de la communauté, présent à l'instant où le dividende est créé, peut émettre X nouvelle unité de monnaie. On peut très bien le faire. Et qu'est-ce que ça vaut, ça, comme phrase ? On balance ça, on met ça dans une blockchain. Ça vaut ce que les utilisateurs veulent bien en faire.
C'est-à-dire que pour certains, le Bitcoin, ce n'est rien, ce n'est pas une monnaie, ça n'a aucune valeur. Le fait de marquer on se verse tous un dividende universel, qu'est-ce que ça vaut? Rien de plus que le contrat qu'on fait entre nous, d'accepter cette phrase et de l'interpréter dans nos échanges. Et donc dans la blockchain, on va marquer ça. Et c'est comme ça qu'on va créer des unités de monnaie. D'abord, on se crée des entités, on se certifie les uns les autres, on écrit tout ça dans la blockchain, et on écrit ensuite que chaque membre de la communauté peut créer sa part de monnaie, de manière régulière et symétrique dans l'espace et le temps. Bon, bien évidemment, on va pas faire n'importe quoi, parce que si je peux créer 6 identités, ça va pas le faire. C'est-à-dire, on veut être égaux. Non, c'est pas qu'on veut être égaux, c'est qu'on veut une équité. On veut une équité dans la création de la monnaie, et donc on veut pas que les autres puissent tricher. Donc il faut des règles. Alors pour l'instant, notre première approche sur la toile de confiance, parce que c'est une première approche, là c'est un domaine de recherche, vraiment. Moi je ne serais pas compétent suffisamment en la matière, il y a besoin de recherches très importantes là-dedans, mais ça ne nous empêche pas de créer une première monnaie avec des premières règles et de les faire évoluer par la suite. Et donc la toile de confiance, comment on peut la définir? Par exemple, pour devenir membre, on peut dire il faut un minimum de signatures. Bon, ça paraît correct. Voilà, si tu n'es pas reconnu par suffisamment de personnes, on considère que tu n'es pas membre. D'ailleurs, vous pouvez déjà le voir sur un forum. Vous avez une identité avec un pseudo. Est-ce que vous êtes reconnu dès que vous rentrez sur le forum? Personne ne vous connaît, a priori. Mais de fil en aiguille, vous postez des messages, on commence à vous identifier, à associer à votre pseudo probablement l'être humain qui est derrière. Et donc on a besoin de certification. On a ajouté d'autres règles comme la proximité des membres, c'est-à-dire que pour nous, une communauté monétaire doit avoir une taille plus ou moins maximale, en fait, parce qu'on ne peut pas se faire confiance. Alors, je vais préciser la notion de confiance. On ne peut pas se faire confiance si on est trop loin les uns des autres. Quand je parle de confiance, c'est pas j'ai confiance en telle personne, en ses actes, c'est plutôt j'ai confiance dans l'identité qu'elle a annoncée. Donc quand des membres veulent, des personnes, des individus veulent créer une monnaie ensemble, l'idée c'est qu'ils donnent une identité, un pseudo, et puis les uns les autres certifient, à l'aide de chiffrement, de signature numérique, que ces identités sont bien valides et uniques au sein de la blockchain dans laquelle on va travailler. Donc ça permet d'être membre, ça permet de définir une communauté, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi renouveler les certifications. Parce que on peut être reconnu par les uns, mais il y a des nouveaux qui arrivent, d'autres qui partent, et puis on a pu se tromper. Donc les certifications ont une durée de validité, c'est une durée qui est en fait définie au lancement de la monnaie. Et par exemple, ça peut être 1 an, c'est-à-dire que moi je certifie que cette personne est un membre, d'accord, très bien. Mais au bout d'1 an, il perd sa certification. Et s'il n'en a pas assez, il est exclu, il n'est plus membre. Donc il a besoin de se faire renouveler de manière continue. Et ce serait trop facile qu'il se fasse renouveler par toujours les mêmes personnes. Donc il y a d'autres règles dans le protocole, afin qu'on se fasse certifier par des personnes différentes. C'est ce que j'appelle la diversité des certifications. Il y a aussi un stock maximal. On ne peut pas certifier tout le monde. On a un petit stock chacun et on certifie les personnes qu'on a identifiées, c'est le cas de le dire, comme vraies. Et il y a des délais. On ne signe pas 16 personnes d'un coup. On signe pas dans le futur. On interdit ça. Et on doit observer un délai. Par exemple, si je signe quelqu'un aujourd'hui, on pourrait très bien ajouter dans les paramètres de la monnaie que je ne pourrais certifier une autre personne qu'une semaine après. Alors ça vous donne un petit peu plus de valeur à la signature. Là, ça vous donne un certain poids. Tout ça dans le but d'éviter ce qu'on appelle la Sybil attack, c'est-à-dire l'ajout d'identités fictives dans le but de toucher plus de monnaie. Bon, tout de suite, on va dire que de toute façon ça n'empêche pas la fraude de manière absolue, mais est-ce qu'il n'est pas illusoire de croire qu'on peut s'assurer de manière absolue qu'il n'y a pas de tricheur? Même un État avec un système centralisé n'y arrive pas. Il y a de la fraude partout, tout le temps.
Et donc, le but, c'est surtout, comme en sécurité, ce n'est pas d'avoir quelque chose d'absolu, mais simplement d'être suffisamment contraignant pour désinciter à la fraude. Alors, il y aura probablement des tricheurs, il y aura des... Mais tant que ça reste marginal, en fait, le système peut fonctionner, c'est pas un problème. Devant le fait de pouvoir soi-même produire sa monnaie, coproduire sa monnaie, pouvoir estimer la valeur, pouvoir dire ce qui, pour nous, importe, la triche, c'est pas forcément... c'est peut-être un prix raisonnable à payer. Écoutez, ça fait 35 minutes et on arrive déjà à la conclusion. La conclusion qu'une monnaie libre est possible, parce que voilà, on a déjà produit une monnaie de test. Alors on l'a fait, là je vous mets un petit graphe, il n'est pas forcément à jour, mais en fait on a simulé ça donc depuis fin janvier, donc 9 ou 10 mois, et donc on a vu passer à peu près 80 personnes pour tester notre blockchain, notre système. On a mis des paramètres très très forts, très rapides. On touche un dividende universel, on coproduit un dividende universel de chacun tous les jours de 10%, c'est énorme, hein. La monnaie peut difficilement prendre de la valeur tant elle est rapidement créée. Mais bon, ça fait quasiment, donc on a calculé 40 000 blocs à 10 minutes par le bloc, ça fait à peu près donc 270 jours. Donc on a simulé l'équivalent de 270 ans à travers cette monnaie de test. Un petit mot juste sur les personnes qui sont venues la tester. En fait, j'étais assez surpris de voir qu'ils n'ont aucun problème à adhérer à la procédure de reconnaissance des identités. Bon, certes, c'est une monnaie de test, mais il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Ils le demandent, ils donnent des infos pour qu'on puisse les reconnaître nous. On leur demande en fait une identité numérique. On leur demande montrez-nous votre blog, montrez-nous un Twitter, un Diaspora, ce que vous voulez, mais qu'on puisse au moins vérifier un peu que vous n'êtes pas que vous n'avez pas deux identités. Bon, c'est une procédure qu'on a pour la monnaie de test. Il faudrait quelque chose de plus contraignant pour lancer une vraie monnaie. Mais bon, déjà on a l'idée et on voit que voilà, les personnes adhèrent. Aujourd'hui, la toile de confiance à la limite à la création de monnaie, mais par-dessus vous pouvez faire plein d'autres systèmes. Je vous laisserai simplement y penser vous-même. Et je pense que là on a fait à peu près le tour des concepts. Je vais vous donner tout de suite les liens donc vers la TRM. Alors là, c'est vraiment le truc d'abord à lire. D'un point de vue monétaire, en tout cas, si vous voulez comprendre la monnaie libre, c'est d'abord ça. Parce que c'est pas du flan en arrière, c'est quelque chose de très, très rigoureux, profond conceptuellement. Tout le monde n'y adhère pas, loin de là. Surtout pas ceux qui profitent de la création de monnaie de manière asymétrique. Les banques, clairement, les banques, les assurances, eux, c'est pas leur but que vous coproduisiez votre monnaie. Leur but, c'est plutôt de vous embaucher pour faire ce que eux veulent pour que eux vous fassent faire ce que eux ils veulent. Donc lisez la TRM, bon c'est vrai que c'est un peu mathématique, mais il y a une partie historique, c'est plutôt sympa pour l'entrée en matière. Ucoin.io, c'est notre site web du projet. Le forum, juste en dessous, puisque c'est là où on se réunit tout le temps, c'est là où vous pouvez discuter en profondeur de tout un tas de concepts. Il y a des Français, il y a des Allemands, il y a tout le monde. Voilà. Une place sympa sur laquelle discuter. Et enfin, je vous ai mis un dernier lien qui est vis-à-vis de la consommation de Bitcoin aujourd'hui, comparé à la consommation électrique de la France. Je vous le mets parce qu'en fait, il y a beaucoup de systèmes d'altcoins, ce qu'on appelle d'autres monnaies numériques basées sur le Bitcoin. Il y a aussi Ethereum, il y a Twister, il y a plein de blockchains qui naissent. Et je pense que niveau consommation énergétique, c'est complètement aberrant. Il faut trouver d'autres solutions que ça. Je pense que la toile de confiance, c'est un premier pas vers quelque chose de plus juste, déjà parce que un membre, une voix, mais en plus consommation énergétique beaucoup moindre. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose d'aller réfléchir à ce sujet. Voilà, je vous remercie.
Oui, les règles dont tu parles, en fait, à quel niveau elles sont mises en œuvre? En fait, Tu n'as pas dit si ce système était centralisé. Tu as parlé des risques d'un système oui, centralisé ou pas. Tu n'as pas dit si c'était centralisé ou non. oui. Alors bah aussi, j'ai parlé de blockchain et de réseaux quand même décentralisés, mais on est bien en mode décentralisé qui est enfin comment dire. Les règles dont je parle sont définies dans un protocole, donc un ensemble de règles en fait, dans lequel je définis les documents, les formats des données échangées au sein du réseau. Je définis aussi un moyen de communiquer, une porte d'entrée, mais je ne définis pas précisément comment on va communiquer. Tout ce que je définis, c'est les documents permettant de créer la blockchain, et ensuite, ces règles sont en fait implémentées par le logiciel. Comme dans Bitcoin, il y a un protocole, des documents définis, une façon de générer ça, et derrière, c'est le logiciel qui, évidemment, va implémenter les règles. Le protocole, d'ailleurs, est disponible sur GitHub. Vous pouvez le lire. Alors, c'est pas un tutoriel. Voilà. C'est un peu comme OpenPGP. Vous regardez le format, c'est un peu rebutant au début, mais bon, on finit par comprendre. C'est technique. C'est vraiment technique. Je suis pas sûr d'avoir compris en fait la différence au niveau du calcul des blocs à la preuve de travail. Oui. On n'a pas du tout dans le code, mais elle est différente, elle consomme moins d'énergie. Elle est différente en ce qu'elle requiert la signature du membre. Donc elle ne peut pas être calculée par des personnes autres que des membres. Et en fait, il n'y a pas une course au CPU, puisque c'est pas juste la puissance de calcul qui va faire que vous pourrez écrire dans la blockchain. Il faut d'abord être membre, c'est la priorité. Et ensuite, c'est au petit bonheur la chance. Donc en fait, il n'y a pas de garantie qu'on trouve un bloc dans un temps fini. S'il y a trop peu de personnes qui calculent. Oui, c'est vrai. En fait, il y a une difficulté commune. Dans le protocole, c'est défini, il y a une base de difficulté commune, qui est la difficulté minimale à respecter pour pouvoir écrire effectivement dans la blockchain. Et ensuite, il y a une difficulté personnelle, c'est-à-dire que la difficulté commune est fonction des blocs qui ont été écrits et du temps imparti, de la vitesse d'écriture, et la difficulté personnelle est fonction du nombre de blocs que vous avez réussi à écrire juste avant. C'est-à-dire que si j'ai un PC une puissance de calcul très importante, je vais avoir tendance à écrire des blocs. Mais alors, le protocole définit que je vais avoir une difficulté qui va augmenter comparée aux autres. Les autres ont une difficulté moindre. Et donc, mécaniquement, il y a une proportion des membres qui font partie du calcul qui va être exclue, en fait, comparée aux autres. Disons qu'ils vont avoir une difficulté vraiment tellement supérieure aux autres que de fait, ils vont être un peu exclus. Tandis que les autres vont pouvoir miner avec une puissance de calcul de base. Et puis derrière, après, il y a les probas, quoi. C'est-à-dire qu'on peut trouver un bloc en 3 secondes, comme on peut le trouver en plusieurs jours. Voilà. Et donc, le fait que je dise que ça consomme beaucoup moins d'énergie, c'est parce qu'il n'y a pas de course au CPU. Déjà, il y a moins d'intérêt, puisqu'on ne crée pas de monnaie sur cette base-là. Mais en plus, de toute façon, vous faites exclure très rapidement. Il n'y a que les membres qui peuvent écrire, et si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas. Donc une entité externe, une entreprise, un groupement de personnes va avoir du mal à écrire. Alors, je sens la question venir. Oui, mais si je passe ma clé personnelle à un groupe, il va pouvoir calculer des blocs à ma place, il va avoir une énorme quantité de calcul, une énorme puissance de calcul, donc il va pouvoir le faire à ma place. Mais il va se faire exclure du fait de la difficulté. Alors ça augmente de manière exponentielle. Hein, au bout de 2-3 blocs. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Ah bah, on ne sait pas. Si, détruire la monnaie. Bah oui, détruire la monnaie. Bah, ça vous paraît pas très révolutionnaire peut-être comme ça en termes d'impact, mais le fait de dire non, je ne serai plus votre esclave, c'est très fort. Parce que créer des blocs valides, ce sera un moyen de détruire la monnaie. Oui, parce que vous pouvez créer des blocs vides. Il n'y a plus de transactions dedans. Vous pouvez dire non, il y a des gens effectivement qui effectuent des transactions, mais mon logiciel à moi, qui est fait pour la détruire, va miner des blocs vides. Je vais empêcher les autres de faire avancer la monnaie. Et ce faisant, je vais empêcher les certifications d'arriver, les membres vont être exclus, la communauté va se détruire, le dividende va être de moins important quantitativement, jusqu'à... de toute façon, s'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de monnaie. C'est bien les hommes qui la font, à l'heure de la monnaie. Une
une autre question moins technique, peut-être plus économique. Le principe du dividende universel, ça crée une infinité de monnaies, enfin de monnaies à oui. long terme. Oui. J'imagine que ça pose des problèmes, mais vous y avez réfléchi, notamment si quelqu'un veut épargner dans cette monnaie, typiquement c'est pas possible. Si, il peut épargner. Il peut épargner. La monnaie ne se crée pas non plus à une vitesse incommensurable. Vous avez le temps. Vous avez le temps de la créer. Et par ailleurs, vous aussi, même quand vous épargnez, vous recevez le dividende. Donc, vous accumulez de la monnaie. Il n'y a pas de problème avec ça. La différence qu'on a avec une monnaie type euro, bitcoin, etc., c'est que ce n'est pas une réserve perpétuelle de valeur et absolue. Il y a des unités en continu qui entrent dans le système. Et donc, ce n'est pas parce que vous mettez votre monnaie dans un paradis fiscal que du coup vous allez empêcher les autres d'utiliser de la monnaie, puisque régulièrement il y en a de la nouvelle de créer. On peut épargner dans une certaine mesure, mais pas au détriment des autres. Pas éternellement au détriment des autres. Je vous invite quand même à regarder encore la TRM et puis des podcasts, pas des podcasts, oui il y a des podcasts à écouter, mais il y a des vidéos faites notamment à l'Ubuntu Party qui est vraiment pas mal pour comprendre le principe d'une monnaie libre. Il y en a une autre qui a été faite à l'université du revenu de base où vous voyez la quantité de monnaie, vous voyez le principe de compter en relatif, où là on voit qu'en fait non, il n'y a pas de monnaie qui se crée. Enfin c'est bizarre, hein. Il y a de la monnaie qui se crée mais en fait elle ne se crée pas. Ça dépend de comment on regarde la monnaie. Donc il y a vraiment des propriétés intéressantes à regarder quand on fait une monnaie libre, mais là c'est vraiment du domaine de l'économie. Et comment on peut aborder le passage de l'échelle de cette monnaie-là? Parce que tu parlais de la question des identités, et oui. Après, plus il y a de monde... Il y a une taille limite. Hein, et... Moins en fait, moins tu connais de gens en fait au total. Oui, il y a une notion de distance des personnes, effectivement, et du fait du protocole que nous on prévoit, il y a une limite dans la taille de la toile de confiance, et donc du nombre de personnes qui peuvent intégrer le système. Là, avec les règles qu'on a pensées, on imagine 1 million, 2 millions de personnes, grand max, pour une communauté. Mais on peut multiplier le nombre de communautés. Vous pouvez faire une monnaie bretonne, vous pouvez faire une monnaie... et donc vous pouvez cumuler finalement les communautés. Mais encore une fois, c'est une première approche, parce que nous, la toile de confiance, on l'a limitée comme ça, mais j'ai aucun doute que des personnes réussiront à inventer d'autres règles, à comprendre d'autres mécanismes des toiles de confiance. La théorie des graphes, c'est encore un domaine de recherche. Donc voilà, c'est une première approche. Mais déjà, vous savez, le Bitcoin, par des astuces mathématiques que Stéphane nous a proposé, on arrive à estimer avec la TRM que le Bitcoin, il y a à peu près 100 000 utilisateurs en fait. Les 100 000, déjà, vous voyez le bazar que ça fout. Alors 1 million, je vous en parle même pas. Google, ça représente 50 000 personnes. C'est pas beaucoup, hein. Mais ils ont le pouvoir. Voilà. J'ai une question. Entre deux territoires qui ont chacun une monnaie libre différente, avec un dividende universel différent, comment on peut gérer les relations entre ces deux ordres monétaires? Comment gérer la relation? Alors, en tout cas, c'est pas le système qui s'en occupe. Le système s'occupe de créer de la monnaie. Après, les individus échangent les monnaies entre eux ou pas. C'est à eux de voir ça. Alors après, on va... Effectivement, si vous voulez échanger avec une personne qui utilise pas votre monnaie mais une autre, l'astuce c'est de faire du change. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui aujourd'hui est l'apanage de certains, qui s'octroient le droit d'échanger de la monnaie et pas vous laisser le faire sans frais. Mais en tout cas, c'est la solution, c'est d'échange flottant. Voilà, vous allez échanger de la monnaie pour la zone économique avec laquelle vous avez envie d'échanger. Et par ailleurs, il est possible de cumuler les dividendes universels. C'est-à-dire qu'au sein d'une zone, vous avez une identité, vous pouvez donc toucher le dividende dans cette zone, mais faire aussi partie de la deuxième. Vous n'êtes pas juste la personne qui est dans cette salle, vous avez aussi une identité, comme je disais, sur des forums, vous avez une identité, vous participez à plein de communautés. Et donc il est logique, il n'est pas anormal que vous ayez un dividende pour chacune de ces communautés. Évidemment, le dividende n'aura pas la même valeur en termes d'échange. En quantité, on s'en fiche, mais en termes d'échange, évidemment, 10 personnes n'auront pas le même poids qu'une communauté de 100 000. Voilà. Et donc, effectivement, il y aura des rapports
pas envie de dire des rapports de force, mais il y aura des rapports entre les deux monnaies. Et c'est ce qui déterminera le taux de change. Ou pas. Ou pas. Toujours le ou pas. Encore par rapport au Bitcoin, je crois que c'est une problématique de son côté spéculatif, vu que on est raréfié, dont on n'a pas la garantie dans l'espace et dans le temps de son existence, et qu'elle est purement spéculative sur les autres. Ouais, il y a aussi le fait que c'est une monnaie assez opportuniste, puisque vous créez de la monnaie juste en calculant des blocs. Alors du coup, ça force à utiliser cette monnaie. Et puis finalement, quand on regarde les échanges, est-ce qu'elle est beaucoup échangée? Est-ce qu'elle joue son rôle de monnaie ou est-ce qu'elle joue un autre rôle? Mon avis, oui, effectivement, c'est que c'est plus une monnaie dans le sens... c'est de l'or. C'est de l'or numérique, hein, le Bitcoin, hein, c'est pas autre chose. Lui donner le caractère spéculatif, c'est les humains qui sont derrière qui décident de ça, finalement. Et puis il y en a, évidemment, il y a certainement des banques qui viennent là-dedans pour jouer leur jeu de la spéculation. C'est pour ça qu'on voit des pics dans le taux de change du Bitcoin en dollars, par exemple. Il y a plein de facteurs qui font ça. Dire que c'est purement une monnaie spéculative, je ne dirais pas, moi, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce qu'on est capable d'estimer aujourd'hui la taille d'une blockchain, par exemple, sur 100 000 adhérents au bout d'un an, par exemple? Ça dépend totalement de l'implémentation technique. Moi, là, je ne saurais pas vous... Si, je peux vous donner le chiffre de la base de données du MetaBrowser qui fait, donc je vous dis, 10 mois d'existence, mais 80 membres. Bon, il y en a pour 60 mégaoctets de données. Après, les transactions, il n'y en a pas eu forcément énormément. Enfin, c'est très fluctuant. Mais ce qui est important de savoir, c'est que de toute façon, on n'a pas besoin de l'ensemble de la blockchain. L'ensemble, on peut l'utiliser pour vérifier la cohérence, vérifier qu'il n'y a pas eu de triche, mais en fait, on n'a besoin que d'une fenêtre de données. Les données actuelles, toutes les transactions utilisées, passées, qui n'existent plus, on s'en fiche en fait. Donc après, non, je ne serais pas capable de donner des volumes exacts. Mais je crois que le Bitcoin, c'est plusieurs centaines de gigas, Tera certainement. On est encore à des gigas. Ouais, puis d'autant qu'ils essayent de modifier un peu le protocole pour, je crois, limiter le nombre de transactions par bloc, ou l'augmenter. Ils essayent de l'augmenter. Donc voilà, ça peut prendre des proportions, on ne sait pas encore, quoi. Même le Bitcoin, c'est pareil. Mais alors du coup, la quantité de monnaie possède une personne, il est inscrit nulle part ailleurs que dans la blockchain, en fait. Oui. Donc, j'ai le feu chez moi, je perds mes ressources matérielles, enfin mon ordi, etc. Oui. Comment je reprends zéro? Si personne n'a regardé, si personne n'a gardé l'intégralité de la blockchain, justement, si. C'est ça l'intérêt de la blockchain. Alors, en tout cas, on n'était pas obligé d'en garder. Oui. On pouvait en garder une fenêtre, mais si tout le monde fait ça. Oui. Bien sûr. Alors la base de données est commune, mais effectivement, si vous n'en gardez pas de sauvegarde, si personne n'en garde de sauvegarde, oui, on fait. Comment on assure justement que, avec l'ensemble des blockchains partielles qui sont distribuées chez les utilisateurs, on est capable à tout moment de reconstruire l'ensemble? On peut faire des états déjà. On peut faire des états de la monnaie à un instant donné pour vraiment arrêter tout ça. On peut oublier l'ancienne blockchain. Par contre, on se réfère à ce point d'entrée là de base, de sorte qu'on évite de sauvegarder l'entièreté de la blockchain. Bon, ça c'est des mécanismes. Je sais même pas s'ils existent déjà dans Bitcoin. Dans Ucoin, on n'en parle pas, mais c'est un truc qui serait important de faire, qui serait intéressant. C'est une manière de le faire. Mais évidemment, si personne ne s'occupe de la monnaie, on va pas se plaindre après qu'elle marche plus. Enfin, disons que faut bien comprendre que c'est bien des utilisateurs derrière qui vont des hommes qui vont entretenir leur monnaie. Le Bitcoin, c'est pareil, s'il n'y a personne qui le fait, demain il n'y a plus de base de données Bitcoin, il n'y en a plus. Mais oui, tant pis pour nous. Ouais. Mais parce que c'est une base de données. Hein. Si la base de données n'est pas sauvegardée, oui. Ça... Oui, mais c'est aussi le travers des réseaux style torrent où effectivement on sait que le fichier il est éparpillé quelque part, et à un moment donné, on n'est pas sûr de pouvoir récupérer l'intégralité du fichier parce qu'il va nous en manquer 3 autres clés. Voilà, mais alors là par contre c'est une problématique, les torrents en fait c'est du stockage de fichiers.
Donc, potentiellement des données gigantesques, enfin des films de plusieurs gigas, alors que là, Des images de DVD de distribution de Linux. aussi. J'ai un Ubuntu, hein. Pas de problème là-dessus. Il y a des films de Richard Stallman. Ouais. Non mais ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses excellentes, mais voilà, c'est de la donnée et ça prend tout de suite du volume. D'où le fait que c'est un coût de stockage qui est potentiellement bien plus important que de stocker une blockchain. Et puis l'intérêt aussi derrière n'est pas le même, parce que une monnaie, tout de suite, vous touchez à votre vie en fait. Vous touchez aux échanges. Quand on participe d'échanges, on met sa vie en jeu, on met son temps. Moi, j'aurais pas 2 fois 27 ans ici. Hein. Ça y est, c'est fait. Je l'aurais pas 2 fois. Un jour, on part, quoi. Donc, on touche vraiment à quelque chose de sensible, pas juste à un film qu'on stocke. Moi, j'ai une autre question. En termes légaux, l'État il impose des impôts, genre TVA et tout ça. Donc, si on commence à faire des échanges dans une monnaie comme ça, comment ça se passe de ces lois? Ah bah alors vous appelez ça monnaie, mais comment est-ce que l'État appelle ça? Je sais pas. À mon avis, il n'appelle pas ça monnaie, en tout cas dans un premier temps. Le Bitcoin, par exemple. Quand un professionnel il rend un service à une personne, si c'est son métier, il est censé retourner des impôts sur ce service qu'il fait en lecture. Oui, alors le problème des entreprises qui vont avoir une comptabilité, c'est qu'ils vont avoir une comptabilité en euros. Donc il va falloir à un moment qu'ils aient des euros. C'est la liberté zéro encore qui n'est pas respectée. On nous impose l'euro. Donc effectivement, il va y avoir besoin d'euros. Mais de toute façon, il peut faire des échanges marchandises. Quand il va, lui, entreprise, un commerçant, recevoir des bitcoins, par exemple, en fait, c'est jamais que lui, il va recevoir une valeur, il ne va pas recevoir de la monnaie. Mais bon, dans le bilan comptable, oui, ça va apparaître en euros. Il va y avoir une valorisation quelque part. Alors, je ne m'aventure pas trop là-dedans, il y en a d'autres qui connaissent déjà mieux le sujet que moi. Il y a qui m'a mis là devant, il y a Stéphane. Je peux faire la réponse Ah bah, très bien. Voilà. Donc nous on a le sujet pour la monnaie complémentaire de balance qui démarrera en janvier. Donc en fait il faut séparer la transaction du règlement de la transaction. Donc la transaction effectivement elle doit faire l'objet d'une facture si c'est dans quelque chose d'officiel. Et dans la facture il y a la TVA. Et comme c'est facturé ça rentre en comptabilité. En euros. Donc il y aura des impôts. En euros. C'est en euros. Et comme tu l'as dit, il faudra appliquer un taux de change à ce moment-là. Il faudra évaluer par rapport à l'euro. Mais il y a bien une comptabilité nationale qui existe. Et là, après, on peut toujours frauder comme avec des espèces en euros. Là, ça, c'est la liberté ou le devoir de chacun. Attends, juste un truc. Il y a aussi le fait que, vous savez, l'Allemagne a reconnu il n'y a pas si longtemps que ça, Bitcoin, ils voulaient le taxer. Hein. Ils voulaient le taxer. Donc, ils essayent. C'est ce que je voulais dire, effectivement. En fait, la monnaie, c'est quoi? C'est d'abord avant tout l'unité de mesure dans laquelle, justement, je mesure des valeurs. Donc, j'en change pas comme j'en ai une. La monnaie de l'État, actuellement, c'est l'euro. Donc, là, je ne comprends pas. Tout ce qui n'est pas euro, c'est quoi? C'est une valeur commune comme une autre. Donc, on l'appelle monnaie si on veut, parce qu'on l'utilise soi-même comme unité comptable, mais on peut le faire dès aujourd'hui. Vous pouvez très bien mesurer tous vos biens aujourd'hui en or, si vous voulez un équivalent or. L'équivalent que vous auriez si vous vendiez vos biens pour obtenir de l'or. Et vous pourriez faire cette comptabilité en or. C'est que comptable. Mais pour l'État, lui, c'est en euros. Point. Donc quand vous faites une transaction aujourd'hui, déjà, toutes les transactions ne se font pas par échange monétisé. Ça se fait notamment beaucoup. Moi, je travaille dans l'événementiel et ça se fait encore plus là peut-être qu'ailleurs, mais ça se fait beaucoup parce qu'on appelle l'échange marchandise. Je vous échange un stand contre le fait que vous êtes un journal et que vous allez me faire une grosse page de pub. Et on a échangé aucun euro. Mais on a valorisé ça dans l'équivalent euro du prix du marché des deux choses. Si, il y a un impôt, s'il y a une valeur ajoutée, ça rentre dans l'impôt. Mais en l'occurrence, notre entreprise, il n'y a pas d'impôt justement sur ce truc-là. Parce que l'entreprise on ne paye la TVA que sur le consommateur final en fait. Notre entreprise, ça n'apparaît pas, c'est leur taxe. La taxe est bien équilibrée les deux, sauf si la taxe n'est pas la même, si je vends des livres à 5% et que je vends la pub à 20%, là il y aura un écart. Mais si la TVA est la même, ça n'apparaît pas. Alors ça c'est un premier point. Donc l'idée première de l'Allemagne par rapport au Bitcoin, c'est l'idée de dire, bon très bien, c'est pas un problème, c'est une valeur économique, comme n'importe laquelle, elle vaut tant, il y a un taux de change, on peut le constater sur les plateformes d'échange. Alors c'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé parce que le Bitcoin a commencé à démarrer en 2009 en fait. D'ailleurs j'ai commencé à en parler en 2009, à peu près quand ça arrivé sur le net quasiment. C'est à partir du moment où les plateformes d'échange dans d'autres monnaies ont plus ou moins révélé qu'il y avait là une valeur économique, même si elle fluctue beaucoup,
on peut dire qu'il y a un pseudo-taux de change, ou un taux de change soit instantané, soit une moyenne sur les sites animaux, peu importe la règle. Et à partir de là, vous avez des bitcoins, vous avez tant de quantité euros équivalente. Donc à partir de là, c'est une valeur économique qui rentre dans votre comptabilité sous cette forme-là. Mais, et ça tu l'as pas dit, donc c'est tout récent, vient d'être adopté au niveau international le fait que le bitcoin est reconnu comme monnaie, et que donc il n'y aura pas de TVA ni de taxes sur les échanges monétisés entre monnaie et bitcoin. Voilà, les taxes financières échappent aux taxes. Enfin, les échanges financiers échappent toujours aux taxes. C'est normal, puisque ceux qui font les lois, c'est avant tout les banquiers. C'est normal. Moi, je vais dire autre chose, et puis je vais surtout montrer mon incompétence crâne et tout ça. Il y a un truc que je n'ai pas tellement compris. Il y a création de monnaie. Je me demandais si la difficulté informatique à calculer des blocs sur la blockchain était une difficulté nécessaire à toute l'infrastructure technique pour garantir un certain nombre d'échanges, ou si c'était une difficulté nécessaire à garantir des propriétés que devrait avoir une monnaie qui reflèterait simplement, par exemple, la difficulté qu'on peut avoir à sortir de l'or de terre. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment. Non, alors oui, alors clairement, c'est ce que j'ai voulu insister à un moment dessus, c'est purement pour synchroniser le réseau en fait. C'est-à-dire que c'est une attente fictive. C'est pas tellement que les nœuds attendent les uns les autres, ils sont tous en train de... Enfin, pas tous, puisqu'on a dit qu'il y avait un certain pourcentage qui était exclu du fait qu'ils ont déjà miné des blocs, mais une certaine partie du réseau essaye de calculer un bloc, et ça crée une espèce d'attente. Mais c'est juste pour qu'ils soient d'accord entre eux, en fait. Puisque, ce faisant, il y en a un seul qui va trouver, en moyenne. En moyenne, il n'y en a qu'un seul à la fois qui va trouver le bon bloc, enfin, un bloc valide. Un, parce qu'il y en a une infinité, en fait. Il va en trouver un, et qu'il va propager au réseau. Et en moyenne, il n'y en aura qu'un. Des fois, il y en aura deux. Bon, il y aura ce qu'on appelle des branches. Voilà, il n'y aura pas un consensus forcément absolu. Mais en moyenne, on a un consensus absolu au sein du réseau. Et c'est pour ça qu'on fait ça. On leur fait calculer un truc, parce que c'est un réseau automatisé, mais le seul moyen de faire attendre un réseau automatisé comme ça, qu'on ne contrôle pas, parce que c'est un système qu'on ne contrôle pas, on n'est pas en centralisé, c'est de les faire attendre. Enfin, c'est en tout cas la dernière technique qu'on ait mis au bout du jour, quoi. Il existe d'autres manières, il y a des jetons, tout ça, mais ça suppose une... comment dire, de s'entraider, ça suppose une coopération, enfin ça suppose pas mal de choses, et on peut pas faire ça parce que on sait pas à qui on va s'adresser finalement. On a beau se reconnaître les uns les autres, déjà certains peuvent mourir simplement, enfin pas forcément les personnes, mais au moins les serveurs. Donc si on passe un jeton à quelqu'un qui arrête de bouger, ça va être un peu compliqué, ça va tout bloquer. Donc il y a plein de techniques, hein. Je sais que c'est enseigné dans les IUT, dans les écoles d'ingé, tout ça, on en parle. Je crois que c'est même Inso qui est dans la salle qui m'en avait parlé, elle m'a montré ce qu'on lui enseignait dans ses cours. Il y a plein de techniques, hein. Mais la blockchain là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir un consensus, de faire émerger un consensus de manière décentralisée. C'est ça qui est très intéressant. Mais c'est très fort, hein. C'est vraiment très fort. Enfin, c'est tout bête finalement, mais c'est très intéressant. En fait, la contrainte, c'est surtout que c'est un réseau où on n'a pas confiance dans les autres réseaux. Donc, la seule preuve qu'on a qu'ils ont attendu et qu'ils ont fait quelque chose de correct, c'est de les avoir forcés à retrouver un hash avec un certain nombre de zéros qui correspond en fait à un bloc qu'on attend. On sait que le bloc suivant, il va faire 15 zéros par telle personne, 5 zéros par telle personne. Et donc, ça nous garantit que des nœuds de confiance ne sont pas en train de faire n'importe quoi de leur côté. Oui. Est-ce que c'est du logiciel libre et on peut empêcher personne de faire une modification du code pour tricher C'est ça. Voilà. Si on ne tenait compte que du code. Et encore, ça peut être il peut y avoir des serveurs qui font des erreurs, tout simplement. C'est pas forcément une erreur intentionnelle. C'est pas forcément de la nuisance volontaire. Donc, voilà, mais dans un système centralisé, encore, on a la main dessus, on peut dire, bon, allez, je vais remettre mon serveur d'équerre, mais là, on peut pas. Mais c'est le prix aussi à payer pour avoir la liberté de créer la monnaie derrière.
Voilà. C'est capable de parler. Bon. Je vous remercie.